left to be done. Mercredi 8 avril 2020, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la RTS1. Bienvenue dans Quinqueliba. Les mercredis santé retrouve notre chère Binta qui est sur le plateau avec nous ce matin. Et puis à ses côtés, il y a Ramatoulaye et on va revenir sur la visioconférence avec elle, visioconférence tenue dans les différents sites de l'ADIE au niveau des ministères également et au palais avec le président de la République. On va décortiquer un peu tout ça avec elle dans sa rubrique. Et puis les buzz du net, c'est l'affaire Danta qui est également avec nous tous les mercredis désormais. Notre invité de ce matin, c'est monsieur Mortala Kane, directeur exécutif autant pour moi, de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Alioune Badara Kane interroge notre invité ce matin également pour vous. Mais vous le savez, le principe il reste le même. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos commentaires dès maintenant sur notre page Facebook ou sur Instagram que Anta gère pour l'équipe de la matinale. Rendez-vous également dans quelques minutes avec Philomène pour le flash, la revue des titres et puis le bulletin d'infos complet à partir de 9h. Le coach Tandara vous retrouve avec ses invités également pour la séance gym de ce mercredi matin. Le sommaire est complet, beaucoup de surprises, beaucoup de belles choses à dire également ce matin. Restez avec nous, bon début de journée. I gotta wake up early in the morning. Bonjour chers amis téléspectateurs, les temps forts de l'actualité du jour restent marqués par un ciel clair, la fraîcheur nocturne et matinale sur le long du littoral, une forte chaleur diurne à l'intérieur du pays. Regardons un peu la photo satellite du jour qui laisse entrevoir un ciel dégagé à l'ouest du Sahel, au centre jusqu'aux confins de la Mauritanie. Dans le niveau du golfe de Guinée, c'est quelques nuages pluvieux jeunes qui ont commencé à naître là-bas au niveau du Nigeria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. Mais au niveau de l'ouest du Sahel, c'est un ciel dégagé qui est de mise. Côté température prévue pour cette journée du mardi, on aura 28 degrés à Dakar, une légère hausse des températures par rapport à hier, 39 degrés à Hambourg. Partout ailleurs, c'est des températures qui sont supérieures à 40 degrés. C'est dire donc qu'il fait très chaud à l'intérieur du pays. 41 degrés à Saint-Louis, 43 degrés à Louga, 44 degrés à Podor, 45 degrés sur Linguère, Matam, Bakel, 43 degrés à Tambacounda. Et le pic des températures dans la capitale de Ndoukoumane avec 47 degrés, c'est un record absolu. Durant toute l'année, on n'a pas enregistré une telle température. 46 degrés à Kolda et 46 degrés à Kédougou. Chers amis téléspectateurs, ainsi résumé l'actualité du jour, mais rappelez-vous bien de respecter les consignes des services sanitaires, de vous laver régulièrement les mains, de les désinfecter et de limiter vos déplacements. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une excellente journée. Et 8h05, après les prévisions, découvrons maintenant les sujets qui vont être abordés en détail dans les chroniques du jour. On commence avec la santé, Binta. Comment vas-tu? Ça va, Sarah. On t'a dit tout le bien qu'on a pensé de toi Oui, dans l'équipe et tout ça, les bonjours, les bisous par-ci, par-là. Oui, j'ai reçu tout le soutien et ça m'a donné encore beaucoup plus de courage de continuer. Ça m'a donné beaucoup plus de tonus parce que j'en avais vraiment besoin en faisant les régions du Sénégal. Mais alhamdoulilah, on est bien rentré, on s'apprête aussi à repartir parce que chez nous, c'est la valise toujours prête. Très bien. Le sujet, évidemment, tournera autour du Covid-19, j'imagine, mais de quoi parlerons-nous particulièrement? Oui, aujourd'hui, on parlera de l'essai vaccinal. On en parle sur les réseaux sociaux, on reçoit tous les messages du monde, on reçoit de toutes les façons aussi. Et puis, on a tendu notre micro au docteur Mamadou Ndiaye, qui est le directeur de la prévention. Et dans la vaccination, c'est plus eux qui sont en avant. Et il revient pour nous dire un peu comment ça se passe quand on fait un essai vaccinal et que tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à prendre au sérieux parce que ça ne l'est pas. Très bien. Ramatoulaye, j'ai un peu brossé ton sujet de ce matin parce qu'on avait promis la semaine dernière de revenir là-dessus. Promise, chose due. On revient sur le Conseil des ministres en mode visioconférence qu'on a intitulé Smart Conseil. Mais également, on a un autre sujet dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Il y a beaucoup d'administrations qui prônent l'utilisation des canaux électroniques, notamment la Direction générale des impôts et
domaine qui a lancé un communiqué parce qu'il y a des personnes qui essaient d'arnaquer des contribuables en leur envoyant des mails avec des avis d'imposition. Donc attention à l'arnaque, il faudrait vérifier l'origine du message que l'on a reçu. Très bien. En tas, buzz du net. Bon, peut-être ça va être difficile à résumer, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'on voit ce matin? Beaucoup d'informations sur le net, beaucoup d'informations aussi qu'il faut rire pour un peu décompresser toutes ces personnes qui sont confinées chez eux. Et au-delà de ça, cette vidéo, je pense que Binta pourra en parler tout à l'heure. Et surtout, hier, j'ai eu à suivre un live sur Instagram. Il s'agit d'une page qui s'appelle Covid-19 Afrique, qui permet de sensibiliser toutes ces personnes qui vivent en Afrique sur cette pandémie et surtout qui fait intervenir des médecins, qui fait intervenir on va dire des acteurs, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'éducation ou de la santé. Et aussi, on a eu un témoignage d'une Sénégalaise qui vit en France, qui a été atteinte du Covid-19. Elle va mieux? Elle va mieux et elle a tout simplement véhiculé un message pour l'équipe de Kinkeliba et aux téléspectateurs. Très bien, Anta est dans le buzz ces derniers temps, elle nous emmène des exclusivités. Bienvenue sur le plateau de la matinale, Monsieur Mortala Kane. On est ravis de vous accueillir ce matin à Lyon pour parler encore une fois des conséquences économiques de ce Covid-19, de cette pandémie et aussi et surtout de l'État qui va accompagner justement le secteur privé à pouvoir faire face à tous ces défis. Voilà, on va continuer un peu à décortiquer donc ce plan, ce programme, disons, on peut le dire, un programme d'urgence, donc le programme de résilience économique et sociale annoncé par le président de la République. Après les éclairages de notre économiste d'hier, on reçoit aujourd'hui donc le secteur privé par le biais donc de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, l'une des plus grandes organisations patronales donc de ce pays. Parce qu'on le savait, on le sait, le Covid-19 quand même a impacté négativement les activités économiques et le secteur privé est touché de plein fouet. Il en avait même perdu le sourire. Maintenant, j'espère qu'ils vont le retrouver avec donc ces annonces-là faites par l'État du Sénégal. Et donc, on reviendra sur tout cela, les avantages et puis, voilà, pourquoi pas les perspectives aussi. Parce qu'il faut penser à l'après-crise, à la relance de l'activité économique. Bon, j'ai vu que vous aviez un tout petit peu le sourire ce matin, M. Mortala Kane. Bon, un peu. Je crois bien, j'espère que ça va durer. Je crois que ça va durer. On est optimiste de nature. C'est ça, il faut rester optimiste. Voilà. On retrouve tout de suite l'équipe du coach Tandara dans la même dynamique pour l'exercice de ce matin. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, notre troisième capsule de la semaine. Avec ce mercredi, nous allons prendre les meilleures habitudes avec la bouteille. Mais là, après la bouteille, mesdames et messieurs, eh bien, nous allons reprendre le bâton. Alors, le bâton, après avoir utilisé la bouteille avec l'eau alcoolisée, mesdames et messieurs, on revient ici, encore une fois, n'oubliez pas les bonnes habitudes. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, c'est le bâton. Alors, le bâton, le coach Babou, le coach Ngom, bâton pour le renforcement. Alors, tout de suite, un petit mot, coach Babou, coach Ngom. Salut, chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore sur votre capsule Gym Maison, toujours avec coach Babou et coach Ngom. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on est avec ce qu'on appelle le bâton. Et vous savez que le bâton, le cours de gym bâton est une séance de ramification, je dirais une ramification de la séance mère qui est l'aérobic. Donc, c'est juste de l'aérobic avec un engin qu'on y ajoute, c'est-à-dire le bâton, histoire de renforcer le haut du corps, plus particulièrement les bras. Donc, aujourd'hui, on va utiliser cet engin-là. On est en salle, on a un bâton. Par exemple, ceux qui sont chez eux et qui n'ont pas de bâton, vous pouvez utiliser vos manches de balai ou bien vos portes à rideaux en guise d'engin pour continuer avec nous à travailler. Donc, aujourd'hui, on va vous gratifier d'une séance de bâton, une séance qui est très, très, très efficace, surtout pour renforcer pratiquement tous les groupes musculaires, mais plus particulièrement des bras, des lombaires, surtout avec le dos. On voit que souvent, avec les âgés, ils ont l'habitude de prendre un bâton et d'aller faire du sport avec. Donc aujourd'hui, on va vous proposer quelques exercices avec ce bâton-là. Merci beaucoup, coach Babou, comme il a bien expliqué. Donc le bâton, c'est l'engin que je considère beaucoup plus efficace. 5, 4, 3, 2 reprises. Merci beaucoup, coach Babou, pour cette très belle explication. Et l'engin bâton que nous allons vous présenter aujourd'hui, moi, je le considère comme l'outil le plus efficace parmi ceux que nous utilisons dans le domaine du fitness. Parce que non seulement c'est simple, c'est portable,
Et tout âge peut utiliser aussi ce bâton, que ce soit premier, deuxième, surtout le troisième âge. Donc, pour tonifier le corps, rien qu'avec le bâton, vous pouvez tout renforcer, toute partie que vous voulez solliciter. Voilà, et avec ce bâton, mesdames et messieurs, on peut tout faire. Alors ici, c'est le fitness avec le renforcement musculo-articulaire, pour vous dire encore une fois, mesdames et messieurs, que c'est un véritable cardio. Et bien cet exercice avec le bâton. Alors, coach Ngom, coach Babou, en version fitness, mais avec le bâton. Je disais, un matériel assez portatif et qui vous permet de travailler, en tout cas, beaucoup de variantes avec cette gym bâton. Allez, on passe à l'étirement, mesdames et messieurs, encore une fois, ce qui prouve que c'est terminé cet exercice d'aujourd'hui avec le bâton. Coach Ngom, coach Babou, bravo à vous. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez bien constaté, toute l'efficacité de ce bâton, en tout cas. Alors, vous le voyez avec nos experts qui, aujourd'hui, vous ont montré encore une fois les multiples facettes de ce travail de bâton. En tout cas, ça a été merveilleux, on a beaucoup apprécié. Alors, coach Ngom, coach Babou, un petit mot? Voilà, chers amis téléspectateurs, comme vous l'avez vu, on a utilisé aujourd'hui un engin très important qui est le bâton, histoire de travailler pratiquement, comme vous l'avez vu, on a travaillé pas mal de groupes musculaires. Donc, c'est comme ça que vous devez continuer avec nous. Vous ne devez jamais rester chez vous sans faire de sport. Pas d'excuses, parce que coach Ngom est là, coach Sandakhé est là, toujours avec vous pour vous accompagner, même dans ces moments de semi-confinement, pour faire du sport. Pourquoi? Parce que le sport, c'est source de bien-être. Donc, comme vous l'avez vu, on a renforcé pas mal de groupes musculaires. Vous pouvez répéter ces séances-là chez vous pour avoir votre bien-être. Sur ce, je vais donner la parole à coach Ngom qui va ajouter un mot. Merci beaucoup, coach Babou. Tout en espérant que vous allez reprendre ces consignes, ces conseils à la pratique. Ceci va vous procurer beaucoup de bien, que ce soit sur le plan musculaire comme cardiovasculaire. Donc, prenez le bâton comme outil de travail, comme à la maison, comme aux entraînements dans les salles ou partout ailleurs où on pratique le sport. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, ne l'oubliez pas, c'était donc les derniers mots avec nos coachs, le coach Babou et le coach Ngom. N'oubliez pas, encore une fois, j'y insiste encore une fois, mesdames et messieurs. Alors, le rendez-vous demain, Inch'Allah, mais ce sera sur le plateau. Alors, le coach Ngom et coach Babou, alors certainement, nos téléspectateurs les verront ici même, dans la maison.
Merci, coach Tandara. Demain, sur ce plateau pour plus de conseils gym. Et puis, on va souhaiter une excellente journée à toutes ces personnes qui sont confinées chez elles. Reprenez ces exercices du coach. Ça va vous faire du bien parce qu'à la maison, malheureusement, ce qu'on fait, c'est on se repose, on mange, on se repose, on mange. Et puis, finalement, on prend du poids. Et donc, il faut faire ces exercices. Il n'y a pas seulement que le poids. On peut prendre une maladie chronique. Voilà. Donc, à se gaver de nourriture, on peut avoir le diabète, on peut avoir oui. l'hypertension parce que tout simplement, on n'a pas surveillé son régime. Donc, on n'a pas bien mangé, on n'a pas bougé. Merci Binta, elle est de retour, hein, notre Binta. Et puis en plateau maintenant, Philomène est avec nous. Bienvenue ma chère Philo. Bien, merci. On ouvre le bloc d'infos. Voici le flash. Philomène Constance Gagboy. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de la matinale. Le secteur agricole pas épargné par la crise du Covid-19. Pour exemple, la fermeture des marchés hebdomadaires et le ralentissement des activités. L'État a quand même pris en compte les acteurs dans son programme d'accompagnement. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux est à l'écoute des directives du chef de l'État. Le CNCR a même proposé des pistes de solutions en cas d'assistance alimentaire. Caraïbes a reçu la visite de supervision de la directrice de la santé sur les lieux. Les mesures sanitaires et sécuritaires sont suivies et renforcées, et cela depuis l'apparition du coronavirus. Le poste de santé de la localité s'est vu aménagé à l'occasion. Et puis, le coronavirus n'arrête pas les malfaiteurs. 240 kg de chanvre indien dissimulés dans un camion citerne et un véhicule particulier, ainsi que 4 personnes ont été interpellées. C'est la saisie de la compagnie de gendarmerie de Mour. C'était dans la nuit du 1er au 20 avril vers 23h. Une enquête a été ouverte pour démanteler ce réseau de contrebande. Et c'est tout pour ce flash d'information. J'ai fait une erreur. Le 20 avril. C'est vrai, j'ai fait du 1er au 2 avril. C'est ça. Voilà, Du 1er au 2 avril. On a voilà. compris. On peut avoir une nuit qui dure du 1er au 20. En fait, j'ai un peu hésité, c'est une erreur. Hein. Non, décidément. Alioune, tu as vu la capsule du coach également tout à l'heure, le coach, le coach Ngom qui reprend carrément, il dit 5-4-3-2-1. La bonne prise. Mais ça, là, c'est deux Sérères, c'est coach Ngom et c'est notre Sérère nationale. Décidément. Qu'est-ce qui se passe Les deux Sérères. Bon, on se reconcentre. On te retrouve à 9h pour le journal. C'est ça, tout à l'heure, ma chère Philo. Et n'oublie pas ma question depuis hier. Et dans la semaine sainte, qu'est-ce qu'on fait d'une galère cette année? Sarah, pour cette réponse, franchement, je préfère ne plus répondre parce qu'on ne sera jamais d'accord avec les autres. Avec les autres. Bon. Dans les coulisses, les autres. Ils il n'y avait même plus de marché où acheter du ngala. Donc il n'y a pas de ngala, le problème est réglé. Merci Binta. Très bien, merci Binta. Pour l'autre argument. Les téléspectateurs pourront également nous dire leur avis sur notre page Facebook. Ça nous intéresse. On est mercredi 8 avril. Philo, à tout à l'heure pour le bulletin d'infos complet. Voici maintenant la revue des titres. Il signe l'éditorial du quotidien de service public Le Soleil ce matin. Le chef de l'État, Macky Sall, guest éditorialiste. L'Afrique et le monde face au Covid-19. Point de vue d'un Africain, du président de la République, tout simplement. Et à lire donc à la page 3. Il faut dire qu'en dépit des efforts jusque-là consentis, les pays africains n'ont pas encore atteint les normes préconisées par l'Organisation mondiale de la santé en infrastructures sanitaires et personnel qualifié, dont la répartition reste encore inégale au détriment des zones rurales, dixit le chef de l'État. Nous passons à la une du quotidien, Le Quotidien, sur le Covid-19 et la transmission communautaire. La peur de X, Cœur Massar, au cœur des inquiétudes. Il serait malheureux que les cas de Cœur Massar pénètrent Rufisque. Propos de Souleymane Ndoye, PCD de Rufisque, à la une du quotidien, Le Quotidien du jour. Sud Quotidien, justement, sur la transmission communautaire et sur la riposte au Covid-19. La grande menace, c'est justement ces cas communautaires. Les acteurs de la santé mettent en garde les populations. L'État corse justement l'interdiction de la circulation interurbaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a évidemment un communiqué signé par le ministre de l'Intérieur pour limiter les déplacements encore plus. Voilà, allez, l'Observateur maintenant.
quotidien du groupe Futur Média, sur la propagation du coronavirus. Dakar joue avec le pire, peut-on lire à la une de l'Obs dans sa livraison du jour. Les chiffres et les comportements qui font froid dans le dos. Macky Sall envoie l'armée chez les populations et la stratégie de convoyage et de distribution de l'aide alimentaire d'urgence également détaillée dans les colonnes de l'Obs de ce matin. 24 heures info sur ces autorisations, je vous en parlais, autorisation de circuler et le développement des cas communautaires à Linguignai prend ses distances. Alors il faut retenir qu'à l'exception de celles pour des raisons de maladie, pour transport de corps sans vie et pour raisons professionnelles afin de réduire le rythme de la propagation de la maladie, eh bien plus d'autorisation. Je crois que cette fois-ci, c'est clair. Critique maintenant sur le Covid-19, toujours et ses cas. 237 cas positifs, dont 105 guéris, confinement ou chaos. L'interrogation barre la une de Critique ce matin. Guérison au coronavirus, l'expertise sénégalaise vantée. Alors alerte tout de même à la revente de masques du corps médical. Vox Populi sur le traitement du Covid-19. Le Sénégal dispose de 700 doses de chloroquine. On attend évidemment 3000 doses supplémentaires. Le professeur Yérim Mbagnick Diop est le directeur de la pharmacie et du médicament et ce sont ses propos repris justement à la une de Vox Populi du jour. Enquête sur le business justement autour de cette pandémie. Un enjeu de 50 milliards nous révèle Enquête ce matin et la bataille a commencé pour le contrôle du marché de la distribution des dons alimentaires. Dakar Times avec à sa une ce matin le sujet que nous aborderons dans quelques minutes dans la rubrique de Binta. Les vaccins, oui, l'Afrique terrain de test contre Covid-19. Ces vaccins qui brisent l'élan de solidarité. La polémique déclenchée par les propos racistes tenus par deux chercheurs français dont le docteur Camille, dont la photo est à la une de Dakar Times de ce matin sur d'éventuels tests de vaccins contre le coronavirus en Afrique est loin de connaître son épilogue. On va revoir d'ailleurs tous ces propos tout à l'heure dans la rubrique Buzz du Net avec Quentin. La Tribune sur un tout autre sujet qui fait également l'actualité et polémique en ce moment, eh bien c'est la mort de Hiba Thiam, des circonstances justement de son décès. Le gang des fils à papa et le policier déféré aujourd'hui, nous informe le quotidien du groupe des médias. Usage de drogue, non-assistance à personne en danger. Rougui Diao, entendu encore hier, est libéré. Et puis Amagnan, poursuivi pour recel de malfaiteurs. Libération qui noircit sa première page de ce matin également avec la photo de cette belle jeune fille malheureusement décédée. Tout sur cette affaire. Hiba Thiam, dossier exclusif donc. Ce que révèle l'autopsie, les prélèvements effectués dans l'appartement, les réquisitions, les perquisitions autant pour moi et l'audition de Rougui Diao. Eh bien tout ça raconté par nos confrères ce matin dans leur colonne. Stade quotidien sportif. Avec à la une, Abdoulaye Diallo en vol brisé de l'ange gardien. Le gardien, évidemment, pour jouer un peu sur le mot. 18 sélections, 8 buts encaissés, 9 clean sheets. Eh bien, c'est pas mal tout de même. Allez, on va finir la revue des titres avec les quotidiens sportifs. Record avant Sounoulambe sur Sadio, la saga d'un Made in Sénégal. Ses buts, ses sacrifices consentis, son ascension également. Eh bien, vous pouvez donc lire Record pour en savoir davantage. On termine avec Sounoulambe. Abdou Bahoum sur Amma Modlo, le combat doit se tenir vaille que vaille. Comment ça? Ah non. Ah non, on va pas jouer avec des vies quand même. Non, je crois plus. Non. Bon, là, j'ai pas envie de poursuivre. Hein. C'est juste pour vendre peut-être. Non, bon, il faut les comprendre, nos amis du monde de la lutte. Ils sont dans le désarroi en vérité, parce qu'ils risquent tous de finir l'année sans un combat majeur. Déjà, avant le Covid-19, ça, il faut toujours le rappeler, avant le Covid-19, la lutte était déjà en pleine crise. Oui. Il y a eu de moins en moins de promoteurs, de moins en moins de combats véritablement pouvant peut-être susciter la passion des amateurs. Et le Covid-19 est venu pour corser les choses. Donc, ils sont dans le désarroi, je les comprends, mais quand même priorité à la santé. Bon. Le ministre de l'Intérieur a été très clair, les rassemblements sont interdits, je ne sais pas comment ils vont faire le combat. Et puis, Binta, en ce moment, on ne va pas se toucher autant avec de la sueur. Non, c'est pas possible. Il faut oublier ça, je pense. Trop de risques. 8h26, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On a offert les quotidiens du jour à notre invité. Place tout de suite à la première chronique, la santé avec Binta.
Alors, on va éclairer la lanterne des téléspectateurs et des Sénégalais qui nous regardent en ce moment sur ce sujet qui fait un peu polémique partout. Binta, aujourd'hui, tu reviens avec nous, avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, qui est le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale sur les vaccins, les essais, le processus d'introduction d'un vaccin au Sénégal. Comment ça se passe pour que les gens puissent comprendre? Oui, nous allons l'écouter. De toutes les façons, le ministre de la Santé en chef lui-même a clos le débat dans une des télés. C'était pour dire qu'au Sénégal, on n'est pas dans cette optique-là de faire des essais vaccinaux chez nous et qu'un essai vaccinal doit suivre un processus. Et puis, ne sous-estimons pas notre pays quand même et nos chercheurs et nos personnes qui sont là, qui sont garantes de la sécurité des populations. Et dans cette garantie-là de la sécurité des personnes, il y a ce qui a trait aux vaccins, aux essais de ci ou de cela, mais aussi aux produits qui entrent dans ce pays-là qui sont contrôlés. Et il y a des instances, des structures, en tout cas au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, on a la direction de la pharmacie et du médicament qui s'occupe de tout ce qui est entrée de produits médicamenteux et aussi de vaccins, mais tout ce qui va dans le processus de mise à disposition d'un produit médicament et vaccin au Sénégal. Et nous écoutons le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye parce que vous savez, pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est la direction de la prévention qui a en charge la vaccination, les entrées et les essais. Il nous explique pour le programme élargi de vaccination comment ça se passe et comment est-ce que les vaccins sont introduits au Sénégal. Actuellement, d'essais vaccinal sur le Covid-19 au Sénégal présentement. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale l'a réitéré lors d'une émission dans une télévision de la place et nous ne pouvons que le répéter également et l'affirmer de manière solennelle qu'il n'y a pas d'essai par rapport au vaccin actuellement, au Covid-19, ici dans les structures de santé que nous avons actuellement. C'est une information qui n'est pas fondée. Le Sénégal dispose déjà d'un comité éthique qui a tous les arguments juridiques pour pouvoir apprécier si des essais cliniques doivent se faire ou non. Et les scientifiques qui le font également obéissent à ces règles en respectant les populations données et les populations, en cas de besoin, seront informées de tout ce qu'il y a à faire. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, mais pour dire que les essais cliniques, on ne vient pas seulement dans un pays, on prend des médicaments ou des vaccins qu'on distribue à des populations. Ceux qui le disent ne connaissent pas exactement comment ça se passe, mais il faudra encore une fois, comme je le dis, retourner à la bonne information. Si un vaccin doit être introduit, nous d'abord, on l'introduit sur la base d'un certain nombre de critères. Est-ce que la maladie ciblée, est-ce que cette maladie ciblée, ce vaccin, a une efficacité par rapport à ce vaccin? Est-ce qu'il y a une innocuité par rapport à ce vaccin? C'est-à-dire que le vaccin ne cause pas de dommages. Est-ce que dans le pays, cette maladie contre laquelle on veut vacciner, est-ce que cette maladie se pose dans le pays en termes de mortalité, en termes de morbidité ou d'invalidité? C'est-à-dire que est-ce qu'elle pose un problème de santé publique au Sénégal? Maintenant, nous allons apprécier également le coût de ce vaccin. Est-ce que ce coût est supportable par l'État, parce que c'est l'État qui paye? Ça aussi, c'est à apprécier. Mais également, est-ce que le programme actuellement est assez solide pour supporter ce vaccin? Ça, c'est également un critère qu'il faudra prendre en compte. Également, est-ce que ce vaccin, une fois introduit, il y aura une acceptabilité par les populations? Ça aussi, c'est tous ces critères que nous mettons en place pour apprécier l'introduction d'un vaccin, oui ou non. Et c'est un processus qui nous prend au moins 2 à 3 ans pour le programme élargi de vaccination, pour l'ensemble des vaccins qui ont été introduits dans le programme. Et aussi, élément extrêmement important, il faut que ce vaccin soit un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il ne faut pas écouter les rumeurs ou les fausses informations jusqu'à avoir peur d'amener ses enfants dans les structures sanitaires pour les faire vacciner, au risque de les exposer même à des maladies évitables par la vaccination et qui sont d'ailleurs plus mortelles que le Covid-19. Je
pense que l'idée, c'est vraiment de rassurer les gens. On ne fait pas d'essai vaccinal ici au Sénégal et surtout encourager les mamans à continuer à suivre le programme élargi de vaccination pour protéger les enfants. Une chose, quand on est allé quelque part ici au Sénégal pour faire la riposte contre le Covid-19, on a vu qu'il y avait des structures qui ne recevaient plus de clients, c'est-à-dire de malades. Les malades préféraient faire le détour, même prendre le taxi pour aller dans une autre structure beaucoup plus éloignée alors qu'on a rapproché les soins. Parce que tout simplement, dans leur tête, ils se disent ça, c'est la route du Covid-19. Il n'y a pas de structure dédiée au Covid-19. Tous les autres services offerts par nos structures continuent de l'être. On continue de faire la consultation primaire curative, appelée consultation générale. On continue de faire les consultations prénatales pour les femmes enceintes. On continue de faire les accouchements. S'il vous plaît, n'accouchez pas à domicile. On continue de faire la consultation postnatale. On continue de faire et de faire respecter le calendrier vaccinal des enfants. C'est la psychose, les gens ont peur. Les gens ont peur, mais aussi il faut qu'on leur dise que nos structures, là où vous aviez l'habitude d'aller, continuez d'y aller. Les services liés au Covid-19 sont extrêmement éloignés des autres services. On ne peut même pas prendre ce risque-là, vu la contagiosité de la maladie. On a érigé nos centres de traitement quelque part où les malades qui sont là-bas n'ont rien à voir avec les malades qui viennent dans nos structures habituelles. Bon, très rapidement, Anta. Binta, est-ce que ça ne peut pas être un risque? Parce qu'il y a énormément de personnes qui, on va dire, vont à l'hôpital et ces personnes peuvent avoir, par exemple, ce Covid-19 et ne pas être au courant. Et ça peut se transmettre par le toucher, par les poignées de porte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de se déplacer? Oui, pour ce risque-là aussi, je ne sais pas ceux qui sont venus dernièrement au niveau de l'hôpital de Fann, que je fréquente tous les matins. Si vous arrivez, vous voyez que le dispositif est déjà sur place. Même pour les personnes qui faisaient, les techniciens de surface qui venaient faire le matin 2 heures. Maintenant, c'est à tour de rôle, toutes les 30 minutes qu'on est en train de faire le travail. Et puis, dans le tri, là où on cherche d'abord où est-ce qu'on doit orienter le malade là, on est dans ce respect-là de distanciation sociale pour que les gens ne soient pas entassés. Mais entre un client et un autre, parce que je dis client, parce que c'est des gens qui viennent payer un service, il y a la distanciation sociale. Et aussi dans nos communications, on dit qu'on n'a pas toujours besoin de venir dans une structure sanitaire quand on ne sent pas une nécessité de consultation. Ramatoulaye. Moi, j'ai plus été rassurée par les propos du docteur. Vraiment dire que le vaccin a un circuit qui est normalisé. Oui. Et c'est d'encourager les gens à utiliser les services sanitaires et surtout prévenir des maladies qui sont évitables. Parce que si on garde les enfants à la maison et qu'après il y a des complications, il y a tout ce qui est poliomyélite, tuberculose. Après, voilà. Vraiment, en tant que maman, il faut continuer à aller vacciner les enfants. Hein. Ce n'est pas des vaccins contre Non, moi, je ne me fais pas de souci. En toute sincérité, le Sénégal quand même a beaucoup de ressources humaines de qualité. Nous avons une administration fiable. Alors, il faut voyager un peu, sortir de temps en temps du pays, mais en restant sur le continent africain pour s'en rendre compte. Au moins, partout, l'État est présent et montre sa présence. Et cela est rassurant. Monsieur Mortala. Ben, moi, ce qui m'inquiète sont les fake news. C'est-à-dire que tous les gens qui se promènent et qui disent des contre-vérités, je pense que c'est l'occasion pour moi de saluer l'initiative ferme qui a été prise par le ministre de la Santé, qui dès le début vraiment les a traqués et les a vraiment fait taire. Mais il y a des résurgences, il y a des gens qui font de la bravade et je pense que le plus dangereux, c'est ça. Ce qui donne la mauvaise parole en glanant des informations qui sont fausses. Et bon, malheureusement, on est dans un pays où le niveau d'éducation n'est pas aussi important. Donc forcément, il y a ceux qui croient. Et bon, je pense que vous avez on a beaucoup de difficultés. Il y a des challenges qui sont doubles. Déjà, lutter contre le coronavirus, c'est un problème. En plus, il faut combattre tous les gens qui prennent la mauvaise parole. Là, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Mais bon, je pense qu'en tout cas, bravo au ministère de la Santé et au service de santé. Oui. Les fake news, c'est un autre virus qu'il faut combattre aussi. On verra tout ça que le tout à l'heure dans la rubrique de Anta BuzzNet, parce que la question du vaccin, ça intéresse également les autres pays africains. C'est pas seulement chez nous, mais on est rassurés. Oui, en tout cas, chez nous, il faut qu'on soit rassurés. Et puis, n'oubliez pas que nous qui sommes dans les structures de sanitaires, les professeurs qui y travaillent, les médecins aussi, ont leur famille. Et la famille ne se résume pas au Sénégal qu'à sa femme, son épouse, ses enfants. C'est une famille élargie au Sénégal. Chacun qui est là a un parent de l'autre côté. Et quand ça passe par l'autre côté, il est concerné directement. Donc, revenons encore à plus de confiance à ce système de santé.
Ayons confiance à nos professeurs et à nos médecins, ayons confiance au personnel médical et au personnel paramédical, parce que le travail qui est en train d'être fait, il est fait pour tous les Sénégalais, au nom de tous les Sénégalais, et nous le faisons avec beaucoup d'amour et également beaucoup d'énergie. Et l'énergie que nous avons, nous la puisons des populations, il faut aussi qu'elles continuent de nous en apporter. Merci beaucoup, ma chère Binta, pour ce sujet ce matin. Et puis, tu nous permets encore de saluer une fois le professionnalisme et l'engagement du personnel médical ici au Sénégal. Ils sont un peu partout dans les 14 régions. Saluer évidemment le travail que vous faites avec à la tête le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Avec parfois avec très peu de moyens. Mais c'est un engagement qui fait réussir. J'imaginais. Le chef de l'État est du parti pris aussi hein, féliciter le docteur Bousso. Hein. Ah oui, l'excellent travail qu'il fait. Le boss de Binta, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a su créer une équipe derrière lui. On a su créer une équipe derrière lui qui pousse. Il sait compter sur chacun de son équipe. C'est ça qui fait le succès. Voilà. Et si aussi la population nous apporte le soutien qu'il faut, de respecter les consignes qui sont données, ce ne sont même pas des consignes, c'est des recommandations. Je crois qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. Merci ma chère Binta. Reste sur le plateau avant la fin de ce magazine. Et si le temps nous le permet, je voudrais que tu reviennes un peu sur les cas communautaires et on va davantage renforcer la sensibilisation. C'est important, si on a le temps, en français et en wolof également. On passe à la chronique d'Anta, Buzz du net tout de suite. Alors oui, c'est la suite logique. Hein. On va voir cette vidéo qui fait le buzz sur la toile. Exactement, je vous propose de la suivre tout de suite. On reviendra tout à l'heure pour les commentaires. Important pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur. On va poursuivre avant de laisser les uns et les autres réagir. Depuis cette vidéo, eh bien, il y a eu énormément de réactions. Exactement, Sarah, énormément de réactions. Et d'ailleurs, LCI a présenté ses excuses et aussi un site qui a tout simplement dit que c'était une fake news et que cette émission, cet extrait était, on va dire, tronqué d'une émission et que le message n'était pas forcément le message le plus juste. En tout cas, plusieurs internautes ont eu à tout simplement repasser sur les mots avec cet air condescendant dont il parle de l'Afrique. Et au-delà de ça, il y a eu énormément de hashtags qui sont sortis suite à cette vidéo sur Facebook ou encore sur Instagram. Je vous propose de regarder cette image qui a été publiée par Doug Manhuman. Nous ne sommes pas des cobayes. Je vous propose de regarder cette image. Donc, énormément de ce genre d'images sont en train de circuler sur les réseaux sociaux pour vraiment, on va dire crier tout simplement leur coup de gueule en fait. Oui, c'est vrai. Il y a même l'OMS qui a sorti un communiqué. Nous, on avait déjà réagi sur le sujet, Alioune Badara Kane et moi, Mortala Kane. Mais je remercie tous ceux qui ont réagi, mais moi je pense que l'angle d'attaque n'est pas la bonne. Parce que vraiment, je pense que, j'ai discuté tout à l'heure, je pense qu'il y a, sans les nommer, figurez-vous une seule fois que ce message s'adresse à des juifs. Le monde serait à l'envers. Alors, je pense que c'est notre responsabilité. Je pense que tous ces schémas, tous ces messages, je pense qu'il fallait de manière frontale porter plainte. C'est ça. Et vraiment, il faut que c'est engager la responsabilité, l'humanité tout entière, de tous les responsables et des propriétaires de cette chaîne de diffusion. Oui. Je pense qu'il faut parfois être ferme. On ne peut pas, sur des messages poétiques, se montrer indigné. Ça encourage d'autres à dire d'autres choses beaucoup plus fondamentales. Moi, je pense que le message reste à venir. Le bon message reste à venir dans la profondeur et dans l'impact. Je pense qu'il faut que ça laisse des traces, que ces genres de messages ne doivent plus être osés par qui que ce soit, n'importe où sur la terre. Ramatoulaye, qui n'avait pas commenté. Pour rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à la plainte, je pense qu'il y a le Maroc qui a porté plainte suite à ces propos du docteur. Je ne sais pas si on peut l'appeler même docteur. Lui-même, dans ses propos, il a bien précisé qu'il allait être provocateur. Donc, il connaissait un peu la portée de ce qu'il disait. Il l'a fait sciemment, mais c'était de très
très très mauvais goût. Oui, ma chère Binta, très rapidement. Donnez la réplique adéquate. En tout cas, nous du ministère de la Santé, on a appelé nos techniciens qui ont parlé. Et je suis allée prendre le docteur Mamadou Ndiaye qui parle de vaccination. On peut venir aussi un chercheur ici. On n'a pas de complexe à faire par rapport aux autres. Ma chère Anta, on poursuit avec la lettre C qui aurait gâché notre année. Exactement, arrêt sur image. La lettre C aurait gâché notre année 2020. Qui aurait cru que cette lettre C qui allait gâcher cette année? Chine, Corona, Covid-19, confinement, cache-nez, cas confirmé, contagion, chloroquine. Et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi. Et le cimetière. Et le cimetière, malheureusement, pour certains. C'est vrai, la lettre C ne nous sourit pas cette année 2020. Espérons que ce sera un lointain souvenir très rapidement. Arrêt sur image cette fois-ci. Alors cette fois-ci, vraiment, les internautes ont voulu être vraiment taquins avec Emmanuel Macron. Cette image, 28 ans plus tard, Française, Français. Le confinement est terminé. Décidément. Dans 28 ans, il sera toujours président et il va sont annoncer très la taquins fin du parfois. confinement. Mais qui va vouloir d'un pays où il y a le Covid-19. C'est ça aussi. Bon, allez, une image qui a fait le buzz, ma chère Anta. Une image qui a fait le buzz, qui pourrait adresser peut-être à l'Humedarakan. Non, je déconne. Regardez cette image, elle a fait le buzz. Pour 50 000 francs CFA, on débarque chez toi, habillés comme des agents de lutte contre le Covid-19. On te prend par force devant ta femme et on te conduit tout droit chez ta maîtresse. Au calme. 2 semaines plus tard, on revient raccompagné à la maison proprement et nous sommes des professionnels, service rapide et très soignés. Oui, maintenant, et que vont-ils faire des cas contacts parce qu'on ne prend pas seulement le malade. Ça veut dire que maintenant, le ministre de l'Intérieur a réglé la question. Voilà, on distribue plus d'autorisation comme ça. Non, non, mais ça, c'est pour présenter d'éventuels contaminés. En fait, ils se présentent chez vous. Ils disent à ta femme que monsieur, en fait... Monsieur a le Covid-19. Pour te déposer. Mais heureusement, nous, on a réglé le problème. On ne prend pas seulement que monsieur. Il n'y a pas de souci à se faire. Non, mais écoutez, moi, j'ai dit qu'il faut être vraiment sérieux dans cette affaire et arrêter de... Bon, ne donne pas le numéro. Non, c'est même pas si c'est Je vrai. ne donnerai jamais ce numéro. Voilà, allez. Féminine. On va finir avec le confinement qui fait également le buzz. Exactement, et ça rend une vidéo qui a vraiment été, on va dire, inspirée par justement cet internet. Je vous propose de regarder cette vidéo qui a énormément fait le buzz sur Instagram. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont confinés. 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 Dans le Goldsucker. Très inspiré ces internautes. Restez chez vous, nous sommes confinés. Ah oui, pas mal. C'est vrai. Instructif au final. Pertinente remarque, ma chère Ramatoulaye. Décidément. Bon, voilà. Ça inspire les uns et les autres, hein, le confinement. La sensibilisation continue. Il faut rester évidemment sérieux parce que c'est une réalité. Exactement. Il sera sur Instagram, on va dire un compte qui s'appelle Covid-19 Africa, qui vraiment vise à sensibiliser tous ces Africains qui, par exemple, ne connaissent pas certains aspects de cette maladie du Covid-19. Il faut intervenir, on va dire, le secteur de la santé, de l'éducation ou encore de la santé, de l'éducation, de l'économie, autant pour moi. Et d'ailleurs, ils ont fait récemment intervenir M. Do Diop, directeur de SOS Médecins. Alors, hier, ils ont vu à faire un live avec Mme Awa Diouf. Mme Awa Diouf qui a été atteinte du Covid-19 en France. Elle est aujourd'hui guérie. Et donc, c'est 2 Sénégalaises qui sont derrière tout ça. Une vit en France, une autre vit aux États-Unis. Et ce qui est important sur cette plateforme, on va dire sur cette page, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher vraiment toute la population africaine. L'une fait des interviews en anglais avec des lives, l'autre en français. Et là, je vais vous proposer de regarder justement ce message de sensibilisation de Mme Awa Diouf qui vraiment a survécu au Covid-19 et donne des conseils. Je vous propose de la suivre tout de suite en images. Bonjour à tous les membres du plateau, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinkeliba. Je m'appelle Mme Awa et j'habite à Paris. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience en tant que personne infectée au Covid-19. Oui, j'ai été infectée au Covid-19 et alhamdoulilah, aujourd'hui je suis guérie.
Les symptômes que j'ai eus sont le mal de tête, la fièvre, les courbatures, le mal de gorge, la perte de goût, la diarrhée et une toux interminable, mais vraiment interminable. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour montrer déjà à mes concitoyens sénégalais qu'il n'y a aucune raison de stigmatiser cette maladie. Elle peut toucher tout le monde. Riches, pauvres, jeunes, vieux, hommes, femmes, malades, bien portants, cette maladie peut toucher tout le monde. Et je voudrais que nous respections, que nous y mettions tous du nôtre pour respecter les consignes d'hygiène, pour respecter la distanciation sociale, ne sortir qu'en cas de nécessité et surtout, aider le personnel médical. En respectant toutes ces mesures, c'est les médecins, les infirmiers et toutes ces personnes qui sacrifient leur temps pour pouvoir nous aider. Donc, restons chez nous et surtout ne stigmatisons pas cette maladie. Elle peut toucher tout le monde. Elle peut toucher tout le monde. Il n'y a aucune honte à avoir cette maladie. Merci à tous et je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Merci beaucoup. Oh, merci pour ce beau témoignage. Anta, exclusivité pour la matinale Kinkeliba. On est content de voir qu'elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. On termine la chronique sur une bonne note. Hein. Sur une très bonne note et vraiment le message pour finir qu'elle a eu à véhiculer, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre psychologiquement en fait cette maladie, savoir que c'est pas une maladie taboue qu'on ne doit pas avoir. Dès qu'on a des symptômes, il faut aller appeler, faut faire le nécessaire pour pouvoir être diagnostiqué ou pas. Et vraiment psychologiquement, elle l'a bien pris. Et on va dire le mental joue énormément sur le corps. C'est vrai. Et c'est vraiment des points à gagner. Et vraiment, on est contente qu'elle soit, on va dire, rétablie et en bonne santé. Et bon courage à elle. Merci ma chère Anta. Après tout ça, on pourra peut-être l'inviter sur le plateau de la matinale Kinkeliba. Le témoignage, Ce sera un plaisir. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, on va je pense poursuivre avec la rubrique que je suis content pour elle. Hein. Je pense que tout le monde s'en sortira. Mais je pense à côté de ça, il faut montrer ceux qui ont été touchés dans leur chair. Ceux qui parlent le plus aux gens sont ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Parce qu'on dit généralement que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au moment où ça tape à votre porte. C'est au moment où vous vous rendez compte. Je pense qu'à de ces messages, qui est l'espoir, il faut quand même montrer aux gens quand même que ça peut arriver n'importe où, n'importe qui. C'est ça. Parce que ça touche beaucoup les Africains, que malheureusement on est comme ça. On est des sentimentaux, je pense qu'on peut compléter ce message par l'autre, avec ceux qui ont perdu une partie de leur famille, quelqu'un de leur famille. Je pense que ça va parler encore aux gens. Oui, une pensée évidemment pour ces personnes. Allez, on va poursuivre avec vous. Rubrique invitée tout de suite. I gotta wake up early in the morning. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, bienvenue. Nous recevons ce matin le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal à Lune. Voilà, deux cannes qui se partagent le coin invité. Hein? Ouais. Voilà, c'est un honneur pour les cannes alors. Sur le plateau. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kana. Donc, je rappelle, directeur exécutif. Vous êtes le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Donc, vous êtes là au nom, on peut le dire, aujourd'hui, donc du privé national, de tout le privé national. Absolument. Pour revenir avec nous sur les mesures prises par l'État du Sénégal. Hein, l'État du Sénégal qui s'est engagé à soutenir véritablement le privé national pour qu'il puisse franchir ce cap assez difficile qu'est cette pandémie-là du Covid-19. Alors, plus de 300 milliards pour payer les fournisseurs, 100 milliards pour les secteurs les plus touchés, sans compter aussi les suspensions d'impôts et de certaines taxes. On peut le dire, là, vous poussez un grand ouf de soulagement, M. Kane. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Je pense que tout le monde ne peut pas être unanime pour avoir le même avis, mais je pense que dans la grande majorité, l'écrasante majorité, la qualité du secteur privé a effectivement poussé un ouf de soulagement. Parce que souvenez-vous que quand on a eu le Covid-19 dans notre pays, nous avons une lecture actuelle, mais on a une lecture de ce qui se passe dans les autres pays. Quand une maladie arrive à terrasser l'économie, la première économie mondiale, on discute entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que la Chine est l'usine du monde. Donc, cette chose invisible arrive à terrasser à quelques semaines l'économie la plus puissante, en tout cas l'une des plus puissantes au monde. Parce que nous, petits pays en voie de développement, avec toutes les difficultés, je pense que
on avait beaucoup de craintes pour les entreprises, pour l'économie de manière générale. Donc le message du chef de l'État était un message très fort. Et ça, quand même, en période de crise, les facteurs immatériels, c'est important. C'est-à-dire que ce qui est les dits et je pense que c'est important. Et le chef de l'État a eu une attitude vraiment responsable. Il est arrivé là où on l'attendait, c'est-à-dire arriver à montrer que c'est une crise, déjà, la reconnaissance, c'est important. Deuxièmement, dire qu'une phrase qui est emblématique de son discours, l'État ne vous lâchera pas, ne vous abandonnez pas. Moi, j'ai retenu cette phrase-là, et dès lors que ce mot a été lâché, je pense que le chef de l'État était en posture de quelqu'un qui avait envie de prendre le commandement et d'être devant, et donc d'appuyer son secteur privé national. Donc vraiment ça, la déclaration, la posture, tout ça c'était important et ça rassure. En plus, quand vous rentrez un peu plus dans les détails, vous vous rendez compte que malgré nos maigres moyens, parce qu'on n'est pas les États-Unis, on n'est pas l'Union européenne, on n'est pas la Chine, qui dépasse des milliards, des centaines de milliards. Donc nous, on est un petit pays avec nos difficultés, mais quand même les efforts à l'aune de nos richesses ont été vraiment consistants. Et donc je pense que les différentes sommes que vous avez avancées, il y a déjà le montant, il y a déjà le geste, le fait d'en vouloir, de vouloir faire quelque chose et ensuite d'avoir puisé une enveloppe aussi importante et vraiment, et ensuite les cibler. Vraiment là où on l'atteint, parce que le ciblage était très bien. C'est-à-dire qu'il faut cibler, on y reviendra, vraiment ceux qui en ont le plus droit. Mais vraiment, de manière globale, c'est un discours du 3 avril qui est un discours rassurant, un discours qui nous permet de savoir on a quelqu'un avec nous, avec qui on peut cheminer, quelqu'un à qui on peut faire confiance et qui est prêt à mettre à la disposition donc, des entreprises, vraiment l'État dans toute sa valeur, alors pour vraiment nous appuyer. Donc je peux dire globalement que il y a des choses qu'il faudra faire évidemment. L'économie, ce n'est pas la science exacte. Donc on est à l'entrée de l'endémie, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas la consistance, l'épaisseur, on ne sait pas qui sera la division de l'économie. Voilà. Tout cela fait qu'il y aura fortement d'ajustements et les enveloppes que vous avez citées avec beaucoup avec un petit sourire, bon, peut-être sont appelées, bon, on ne l'espère pas, mais peut-être à être réajustées en fonction vraiment de l'évolution de la pandémie bon, et de son implication vraiment dans l'économie. Donc globalement, c'est un satisfait. Jusque-là, il faut dire qu'on est satisfait. Alors, vous avez parlé du ciblage. Hein, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait un bon diagnostic, en tout cas pour savoir un peu les secteurs les plus prioritaires. À l'heure actuelle, quels sont ces secteurs-là véritablement qui sont le plus dans l'urgence? Voilà, moi je dois saluer, j'ai découvert beaucoup de bonheur, un travail qui a été fait dans des délais très courts par le ministère de l'économie. Vraiment, c'est un document relativement profond. Vous savez, la grande difficulté qu'on a dans nos pays, c'est l'incapacité à faire les diagnostics. Or, les diagnostics, je pense même, nos amis de la médecine seront d'accord avec nous, la solution dépend du diagnostic. Hein. Si vous avez un diagnostic qui n'est pas bien fait, évidemment, vous avez des problèmes. Et donc, nous avons toujours des problèmes, je pense au Sénégal, mais dans le pays en développement, où il n'y a pas de statistiques, où on a des retards dans ceci et de cela, on a une composition du secteur privé et de l'économie qui n'est pas arrivée à maturité comme dans les pays occidentaux. Donc, il est difficile de faire un diagnostic sérieux. Alors, donc, ça hypothèque vraiment toutes les solutions qui sont apportées. Et moi, je suis tombé sur ce document, qui est une petite merveille, qui permet vraiment de, même si les chiffres portent à caution, hein, parce que même dans les pays développés, personne ne sait. Je vous dis qu'il y a deux variables, la durée et la profondeur. L'impact réel dépend de la durée et de qui là. Personne ne sait comment sera l'impact réel. Moi, je vois des petits génies, bon, je les appelle petits charlatans qui manipulent des chiffres, mais personne aujourd'hui, sérieusement, moi je suis économiste. L'économie, ce n'est pas des sciences exactes, ce sont des sciences molles. Il faut avoir cette humilité-là. On est fait pour interpréter le passé, mais on est très rarement fort pour prédire l'avenir. Ça, au moins, il faut que les gens l'acceptent. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que ça risque d'être très grave. Et puisque ça risque d'être très grave, l'inquiétude doit nous amener à prendre toutes les dispositions. Et dans ce cas, bon, il y a la première ligne, c'est le tourisme, c'est la restauration, c'est l'enseignement privé dont on parle très peu. Voilà, l'enseignement privé, on n'en parle pas. C'est aussi structurant, plus structurant que d'autres secteurs parce que c'est l'avenir de nos enfants et de notre pays qui est en jeu. Vous avez dans les pays européens, le premier secteur qui a été vraiment assisté, appuyé, c'est l'enseignement, la poursuite des enseignements pédagogiques. C'est vraiment, les États ont tout fait pour vraiment l'enseignement à distance. Dès le lendemain de la fermeture des écoles, ils sont
ils sont attelés à cette tâche-là. Donc je pense chez nous aussi, l'enseignement privé qui nous vaut beaucoup de satisfaction, hein, parce que jusqu'au Comores, les gens viennent apprendre ici. Donc ce plateau ne doit jamais être cassé. Parce que le casser, c'est casser la colonne vertébrale de tout, autour de quoi nous construisons une nation. Donc, je pense que c'est extrêmement important qu'on le... Maintenant, il y a tous les secteurs, effectivement, le transport aérien, il n'y a pas de tourisme, etc. Ça, vraiment, le mal, il est profond à ce niveau-là. Mais le diagnostic est important. Qui est impacté réellement aujourd'hui? Qui sera impacté demain? Quels sont les effets de diffusion? Il faut analyser les relations intersectorielles, savoir ce qui vous touche qui, etc., etc. Donc je pense qu'il faut éviter, j'utilise toujours le langage médical, je ne suis pas médecin, mais il faut éviter la métastase dans l'économie. C'est ça qui est grave. Arriver à ce que tous les secteurs soient touchés, et ce serait une catastrophe, c'est plus près qu'elle vous de le prendre. Et je pense que les premières mesures peuvent nous aider peut-être à circonscrire le mal. Et les écoles privées, on a posé un peu le débat hier sur le plateau ici, dans la rubrique éducation, en se demandant comment est-ce que ces écoles allaient faire. Il faut continuer à payer la scolarité des enfants. Si l'année se prolonge, est-ce qu'il faut continuer à payer? L'État doit-il soutenir ou pas? C'est vrai que c'est important de s'arrêter sur ce sujet également. Ramatoulaye, tu avais une question. Monsieur Kane, vous avez été rassuré par le président qui vous a dit qu'il ne va pas vous lâcher. Nous aussi, nous espérons que vous n'allez pas lâcher les travailleurs, parce que parmi les conditions quand même, c'est de verser au moins 70% du salaire pour les travailleurs, pour que l'État quand même puisse continuer à vous assister. Il y a un autre point qui a été soulevé, c'est le secteur informel. Comment pourrait-il faire pour bénéficier de ces mesures? Mais je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui pour le secteur informel de se formaliser. Voilà les avantages d'être dans l'économie formelle. Quand il y a des mesures qui sont prises par l'État, vous pouvez prétendre à ces mesures. Donc le secteur formel ne doit pas attendre qu'il y ait des crises, demander à ce que l'État les assiste, mais il faudrait aussi que le secteur informel puisse jouer son rôle, payer les impôts autant que les autres entreprises. Et faire de cette crise finalement une opportunité. Voilà, une opportunité pour formaliser les entreprises. Vous avez parfaitement raison. Sur la première interrogation, les salaires. N'oublions jamais, et je le rappelle, hein, aujourd'hui, la RTS, il est une entreprise. C'est votre famille. Je pense que personne ne tient plus que le directeur général à ce que ses employés puissent bénéficier vraiment d'une continuité d'activité de la RTS. C'est comme ça. Une entreprise, c'est la famille. Le premier à être préoccupé par le bien-être, et ça sur le plan purement humain, ce sont les chefs d'entreprise. Quand vous avez été avec quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que vous connaissez sa famille, vous connaissez sa situation, je pense qu'on ne le lâche pas comme ça. Je pense que c'est une image du XVIIIe siècle qui est complètement révolue. C'est des familles maintenant. Donc ça, c'est un problème purement sentimental. Le deuxième élément, ce n'est plus, comme le disent certains, ce n'est pas une variable d'ajustement. Ça peut arriver. Vraiment, on évite de sacrifier tout le monde en voulant préserver tout le monde. C'est une réalité. Ça, la rationalité économique existe. Ça ne sert à rien de vouloir jouer vraiment aux Samaritains en sachant que vous allez sacrifier absolument tout le monde. Je pense que ça, c'est des mesures d'ajustement qu'il faudra faire pour garder le maximum de personnes. Et surtout, il est important de savoir que les chefs d'entreprise pensent à la relance. Et qu'il faut qu'ils puissent disposer de la ressource la plus importante dans l'entreprise aujourd'hui, qui sont les ressources humaines. Donc, je vous assure qu'avant même qu'on ait parlé, que le président de la République ait parlé, donc a pris ses décisions, vraiment d'appuyer pour le paiement, comme ça fait dans d'autres pays, mais vraiment, les chefs d'entreprise ne préoccupent pas, c'était comment faire pour justement ne pas libérer du personnel. Maintenant, il y a un moment où on est dans un environnement économique, et on est vraiment, c'est une variable, c'est la soutenabilité des salaires par rapport à l'activité. Parce que maintenir des gens en activité, ça suppose, une entreprise ne tourne pas pour tourner, une entreprise fonctionne pour produire et vendre des biens ou des services. Si vos services ou biens ne sont pas vendus, vous avez beau retenir, vous allez produire pour stocker. Ça n'a pas de sens. Donc, absolument, c'est l'environnement global de l'entreprise qui doit permettre de maintenir les gens en activité. C'est ça qu'il faut savoir. Mais ça ne sert à rien de fabriquer des choses si on ne les vend pas. Si on n'a pas de sources d'approvisionnement, si vous n'arrivez pas à avoir la matière première, si vous ne pouvez pas transporter les produits finis. Donc, c'est un écosystème qu'il faudra stabiliser et mettre en activité. C'est en ce sens seulement que ces mesures-là prendront du sens. Mais je vous assure que le président de la République, sa mesure, elle est bien arrivée, mais elle n'est pas tombée dans l'ordre du dessous. Elle a trouvé vraiment une famille qui est prête qui salue la mesure, mais qui est prête à l'accompagner, à y aller par responsabilité citoyenne,
mais aussi ça marche par prévoyance économique. Il est 9h très rapidement. Anta, capitaine. En fait, c'est un peu par rapport justement à cet impact du Covid-19, mais plutôt sur le secteur du tourisme. Aujourd'hui, le tourisme balnéaire était vraiment connu du Sénégal, mais avec l'érosion côtière, on voit de moins en moins de touristes sur les côtes, on va dire, du Sénégal. Pensez-vous pas que le Covid-19 a permis justement on va dire, de faire naître ou même de faire revaloriser d'autres types de tourisme, comme l'écotourisme, comme le Sénégal oriental ou encore le tourisme culturel au Sénégal? Je pense qu'au sortir de cette crise, je disais tout à l'heure que cette crise, elle ne ressemble à aucune autre crise. Ni le crash de 1929, le crash boursier, le fameux jeudi noir, ni la crise alimentaire, ni la crise... Ça n'existe aucune. C'est vraiment... Ça, c'est autre chose. Elle est venue, elle est entrée par une porte à laquelle personne ne s'attend. C'est-à-dire que c'est la maladie. Et ce qui est important, c'est l'amplification. C'est qu'on a l'angoisse plus les aspects économiques. Donc il y a quelque chose qui est matériel et quelque chose qui est immatériel. C'est pour ça que cette crise elle est spécifique. Et au sortir de cette crise-là, certains pensent à la réorganisation du commerce international, mais ce qui est évident, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur de la crise, il y a un réaménagement. Les gens vont se revoir et il y a d'autres trajectoires que les gens prendront. Et parmi ces trajectoires, peut-être un secteur comme le tourisme pourra peut-être s'appuyer, mais d'une manière globale. Et ça, c'est une leçon que nous devons tous retenir. Nous avons compris qu'on ne peut pas se développer en laissant aux autres le soin de faire l'essentiel de notre production. L'Europe l'a compris aujourd'hui, tous les pays. Les médicaments, 90% c'est fabriqué en Chine. Tout les high-tech, tout est fabriqué, tous les entrants sont fabriqués en Chine. Et on s'est rendu compte que cette mondialisation, il y avait quelque chose de pervers. Et il est important qu'au sujet de cette crise-là, ce que nous avons toujours dit en tant qu'organisation, nous avons toujours dit, il faut un développement endogène. Il y a un minimum de choses qu'on doit faire chez nous et que, bon ou mal, tous les pays sont passés par là avant d'arriver à maturité et nous devons nous-mêmes croire en nous. Et le maître mot que nous avons qu'en économie, en sciences sociales, tout vous voulez, nous devons croire en nous. C'est possible et on peut le faire. Très bien. Merci beaucoup, M. Kana. Ça a été vraiment un plaisir, cette première partie donc, de l'entretien avec vous sur les retombées, en tout cas, de ce plan de résilience sociale et économique de l'État du Sénégal pour le secteur privé. Nous n'avons pas regretté de vous avoir invité sur ce plateau. Dans la deuxième partie, on reviendra sur d'autres aspects, Inch'Allah. Très bien. Et peut-être rappeler rapidement ces quelques mesures, de 100 000 milliards pour vous financer dans des conditions très souples. L'annulation de la dette fiscale contractée avant 2020 pour les entreprises, différer le paiement des impôts. L'État va également solder ses dettes vis-à-vis des entreprises. Voici maintenant le culte du jour. On se retrouve juste après pour la suite. Il dit surtout. Je vois la mèche. quarantaine fils dose a gale amul mag ndaw ñàkk wala riche moom de du boole corona buggu ñu ko ni tomoda feebar bi moom de yëngal na àdduna nañu xeex lank bañ ni Mandela na fi jóg sunu réew fi Sénégal eteel sa loxo lu dëgër bëgg groupement lay bañ bu ko def de raxas sa loxo ba mu seet tout le temps boo ko defee du la gaañ Covid-19 xaw ma fay ñun de sonal nañu genn suñu dëkk ñun de doyal nañu lañ wàññi toog bu bëri bi te toog suñu biir kër yee yoo dul gis bu la dal walaay jar na bàyyi xel jëlal say matukaay taxaw jaamaloog moom wàññi dajalooy fagaru seetal fee di naan lu tàng di raxas say loxo saabu ordinaire wala gel alcoolique jub leen ñu xeex ko di jàngoro ñu xeex ko di jàngoro ba dugg fii coronavirus maandu moytu dafa jot aka dangerous raxas loxo yi buñ ci tay joxe loxo nan ko bay daj na kàpp àdduna bi yore safaran di tal symptôme yi bul ko nëbbu safara mooy hôpital garabu jàmm gaa ngi rat mu ngi fat ndaje yi na fi dàkk lii di cat gi sax fi dàkk doore ndaw ñi ba ci mag balaa réew mi gën di tàkk askan wi jug leen ñu xeex ak jàngoro ji fagaru ma gën faju corona day waare
C'était le clip du jour. La sensibilisation se poursuit. N'oubliez pas les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains. Le gel hydroalcoolique, les distances sociales, il faut également les respecter. Merci à tous ces artistes engagés. Philo est de retour en plateau. C'est l'heure du journal. Titre de cette édition, la saisie de 240 kg de chanvre indien, c'est ça, à Hambourg, du matériel logistique et des personnels qui ont été interpellés. Covid-19, le secteur agricole va aussi bénéficier du soutien de l'État pour tenir face à cette crise. Philomène, c'est à toi. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de la matinale. Le secteur agricole pas épargné par la crise du Covid-19, pour exemple la fermeture des marchés hebdomadaires et le ralentissement des activités. L'État a quand même pris en compte les acteurs dans son programme d'accompagnement. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux est à l'écoute des directives du chef de l'État, Lamine Touré. Ils sont porteurs d'entreprises et d'initiatives agricoles. Les paysans sont au cœur du processus d'émergence du pays. L'arrivée du Covid-19 n'est pas sans conséquence sur le dynamisme du secteur. Nous avons développé, depuis les indépendances, un système de marché hebdomadaire qu'on appelle l'UMO. Et c'est là où on échangeait. Donc, le fait que ces LUMO sont fermés, et nous pensons qu'il y a une réalité qui doit justifier cela, nous disons maintenant, alors les gens sont en train de se préparer pour continuer quand même d'alimenter les gens chez eux. Mais ce n'est pas facile. Le président de la République a donné des instructions au ministre de l'Agriculture pour accompagner la chaîne de production agricole. Les paysans veulent à ce sujet que l'État privilégie les produits locaux en cas d'assistance alimentaire. Si on doit venir en aide aux populations pour l'alimentation, n'oublions pas qu'il y a des habitudes alimentaires. Il faut mettre le maximum de produits agricoles du Sénégal et de la sous-région en qualité et en quantité. Le Covid-19 ne peut pas être considéré comme une excuse pour retarder l'activité paysanne. Les acteurs à la base comptent s'engager au plus vite, une manière aussi de combattre le coronavirus. Là où nous pensons maintenant qu'il est temps, c'est de lancer la campagne agricole. Nous pensons que le 15 avril doit être la date limite pour qu'on se mette tous au travail. Pour les producteurs qui habitent loin de leur ferme, le président d'honneur du CNCR appelle un accompagnement de la tutelle dans le cadre de la mobilité de ces paysans. Caraïbes a reçu la visite de supervision de la directrice de la santé sur les lieux. Les mesures sanitaires et sécuritaires sont suivies et renforcées, et cela depuis l'apparition du coronavirus. Le poste de santé de la localité s'est vu aménagé à l'occasion. Nous écoutons Marie Khemesngom au micro de Claire Diop. Venu aujourd'hui au niveau du commissariat spécial de Caraïbes, qui constitue une porte d'entrée. Vous savez que cette porte d'entrée aujourd'hui fait partie des piliers importants de la lutte contre toute épidémie, pour ne pas dire toute urgence de santé publique de portée internationale. Donc au Sénégal, il y a plusieurs portes d'entrée, mais nous avons identifié des portes d'entrée spécifiques. Nous avons vu qu'au niveau des box, ça se comporte comme le système aérien. Tout est sécurité ici. Et dans la sécurité également, vous avez la sécurité sanitaire. C'est pourquoi on a décidé quand même, dans nos supervisions, de venir voir ce qui se passe. Quel a été le dispositif? Vous voyez donc, il y a le lavage des mains qui continue, malgré donc que le trafic soit réduit, mais également la sensibilisation. Les volontaires du service civique national sont engagés dans la riposte contre le Covid-19. Les Parcés assignés ont été leur terrain d'opération en compagnie des jeunes de Guédiawaye. Ces volontaires ont été préparés et formés sur différents aspects de la maladie par le service national d'éducation pour la santé, nous dit Oumar Diaw. L'hôtel communal des Parcelles Assainies est plutôt calme et désert en ce jour. Le maître des lieux, par le geste soigné qu'il fait, s'apprête à monter au front, à en juger par la rhétorique employée.
La guerre, pour la gagner, il faut gagner la bataille de la prévention. C'est important pour nous, avec le comité de veille et d'alerte. 12 000 parcelles, 20 quartiers, une demi-douzaine d'équipements marchands et une gare routière. La commune des Parcelles Assainies abrite une population importante. C'est une grande commune, c'est presque plus de 300 000 âmes qui y vivent. Donc c'est important que nous soyons sur le terrain. Être sur le terrain, c'est avant tout être sur ses gardes. Depuis bi feebar bi amee ba léegi daanaka amul benn sensibilisation bu am ci marché yi à part ñun délégués yi ñoo ci dugg. Les gens ignorent ce qui se passe dans ce pays. La maladie, elle est très dangereuse, très dangereuse. Ce soldat n'a comme arme qu'un flacon de gel antimicrobien. Il fait partie de l'encadrement des volontaires du service civique national. C'est essentiellement les volontaires de l'agriculture qu'on appelle communément les VAGRI et aussi les volontaires d'appui aux communes qu'on appelle les VAC. À ces volontaires du SCN s'ajoutent 25 jeunes issus du CEDEPS de Guédiawaye. Cette action est le résultat d'une collaboration entre le ministère de la Jeunesse et celui de la Santé à travers le SNEPS. Avec leur sens civique, comme son nom l'indique, et également leur sens de citoyenneté, ils ont accepté vraiment de mettre à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale près de 150 volontaires. Ce partenariat, nous sommes très motivés à le dérouler parce que nous comprenons la gravité de la situation. Avant leur déploiement sur le terrain, une formation pour la mise à niveau des volontaires sur la maladie a été organisée. Un briefing dirigé les militaires. Les 14 régions du pays sont concernées par cette activité hautement citoyenne. La progression des cas communautaires préoccupe les autorités. Si on s'attend à un arrêt des cas importés cette semaine en raison des frontières fermées, on redoute désormais la propagation intercommunautaire de la pandémie. Pour éviter un tel scénario, une prise de conscience des populations est attendue. Cas communautaire, un vrai cas, c'est une chronique signée Oumar Diaw avec qui nous restons. D'après les prévisions des spécialistes, en tenant compte de la période d'incubation généralement admise de 14 jours et de la fermeture des frontières, notamment aériennes, le flot des indésirables cas importés devrait tarir et être nul cette semaine. Ça, ce sont des prévisions théoriques comme dans toute surveillance épidémiologique. Mais cet espoir ne doit guère inciter au relâchement, occulter les inconnus et abaisser la vigilance. Car il n'existe pas de certitude scientifique absolue sur ce nouveau coronavirus, ce qui rend difficile la définition d'un intervalle de confiance autour de la valeur réelle du phénomène. Autrement dit, quelle est la fiabilité, la marge d'erreur de cette projection relative aux importations de cas? Ce qui, par contre, ne fait aucun doute est qu'en dehors de l'épicentre, l'évolution de la pandémie comporte en gros 3 étapes. Il y a le premier cas venu d'ailleurs, communément appelé patient zéro. Ensuite se met en marche la chaîne de contamination avec les contacts de la personne positive. Et pour boucler la boucle, arrive la période redoutée de l'essaimage dans les communautés avec des infections impossibles à rattacher à une origine connue. Survient alors une perte de clarté dans le suivi, un brouillage dans le monitoring et la traçabilité, une situation inquiétante, objectivement difficile à gérer si elle se produit. Au QG de la riposte, les premières alarmes au tableau de bord avertissent de la proximité du seuil d'incontrôlabilité. Seule la prudence et le respect des recommandations permettent d'espérer ne pas en arriver à la rupture d'un équilibre de plus en plus fragile. Il s'agit essentiellement de l'affaire de la collectivité. Moins qu'une question médico-sanitaire, c'est d'abord une manière d'être inconsciente qui appelle d'urgentes ruptures psychosociales et anthropologiques. Et oui, rien n'arrête les malfaiteurs, même pas le coronavirus. 240 kg de chanvre indien dissimulé dans un camion-citerne, un véhicule particulier et 4 personnes ont été interpellées. C'est la saisie de la compagnie de gendarmerie de Mbour. C'était dans la nuit du 1er au 2 avril vers 23 h. Une enquête a été ouverte pour démanteler ce réseau de contrebande. Et dans l'international, le président équatorien Rafael Correa, condamné à 8 ans de prison hier mardi. Il est accusé de corruption en première instance à la tête de l'Équateur de 2007 à 2017. Il a quitté son pays il y a 3 ans et il vit actuellement en Belgique. La justice lui a interdit d'exercer toute activité politique pendant 25 années. L'ex-chef d'État va faire appel. C'est tout pour ce bulletin d'information de la matinale. Et je vous retrouve demain, Inch'Allah.
Merci ma chère Philo. À demain, excellente journée à toi. Restez avec nous. Le magazine n'est pas encore terminé. Info et divertissement, c'est le magazine qu'il vous faut le matin pour bien vous réveiller. Binta, en 1 minute, vraiment 1 minute, sur les 4 communautaires, s'il te plaît. Mais on ne sait plus qui est qui. C'est ça le cas communautaire. Mais ce n'est pas l'audio qu'on a écouté. Ah non, non, ce n'est pas les cas qui se sont dans la commune. Non, c'est les cas qui peuvent... Et que lui, il dit heureusement qu'il est à la région de Bourg, quoi. Lui, il fait de Bourg une région. Juste dire que les cas communautaires, c'est les cas que nous avons dans les communautés et qu'on ne sait pas qui les a contaminés. Ça peut être tout le monde, ça veut dire que tout le monde est potentiellement porteur et tout le monde est potentiellement en train de semer la maladie auprès de son prochain. Donc, d'où le respect de la distanciation sociale, c'est nécessaire. Les méthodes de barrière. On m'a interpellé sur les masques. Je dis, qui peut avoir un masque n'a qu'à porter un masque en respectant les normes et protocoles. Je vais y revenir. On va revenir sur tout ça. Merci. 1 minute. La pub. bët bu neex day jox seeni togg seeni toggantu wala seen ndekki caf ko bu amul fenn ba di leen salitloo Rita bër bi boole njaboot gi day neexal seeni nekkin saa su nekk di leen yokk bànneex day yanjal seeni bés. Rita bër bi kenn mënta muñ. Avec OneXBet, pariez et gagnez avec OneXBet, pariez et gagnez avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Nous sommes de retour en plateau et en direct pour vous accompagner. Place à la chronique e-administration de Ramatoulaye. On va démarrer ce matin avec l'actualité. C'est également l'actualité du jour puisqu'aujourd'hui il y aura Conseil des ministres en visioconférence. Juste après le jingle, on va suivre le reportage de Omar Ning. Et puis on va revenir pour comprendre les détails de tout ce processus avec toi. C'est un jalon de plus dans les mesures barrières initiées par le président de la République face au Covid-19. Avec ce Conseil des ministres en mode visioconférence, le chef de l'État préside donc la réunion hebdomadaire, dont le format a suivi l'évolution de la pandémie. Le président Macky Sall avait dans un premier temps déplacé la réunion de la salle Bruno Diatta à la salle des banquets pour faire respecter la distanciation sociale. Aujourd'hui, il communique avec ses collaborateurs à distance. Télétravail qui montre qu'en dépit de la pandémie, le fonctionnement des institutions de la République ne s'arrête pas. C'est le projet Smart Sénégal qui est ainsi mis en œuvre, fruit de la coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Ce projet est en cours d'exécution depuis plusieurs mois par l'Agence de l'informatique de l'État. Le contexte de propagation du Covid-19 appelle... Alors avec la DGID, on s'arrête sur le premier sujet, télétravail, visioconférence, c'est dans l'air du temps. Oui, et puis, c'est adopté au plus haut sommet de l'État avec une fait. première la semaine passée, le Conseil des ministres en mode visioconférence ou Smart Conseil, qui s'est très bien déroulé la semaine passée avec plusieurs sites, plusieurs ministres répartis dans différents sites qui ont assisté au Conseil des ministres, qui a été présidé par le chef de l'État. Le chef de l'État a annoncé que jusqu'à la fin de la pandémie, ce sera comme ça. Donc aujourd'hui encore, le dispositif va encore être déroulé et les sites ont été renforcés. Il y a un nombre supplémentaire de sites qui ont été interconnectés où la visioconférence a été installée pour réduire le maximum possible le nombre de ministres dans une pièce et respecter ainsi les barrières sociales. Donc c'est dans le cadre du programme Smart Sénégal que l'ADI est en train de dérouler actuellement que ce dispositif a pu être déployé. Et je voudrais rappeler également que c'est un dispositif qui n'est pas forcément nouveau, qui est déroulé depuis plusieurs années par l'Agence de l'informatique de l'État. Ça a été installé dans plusieurs gouvernances, dans des ministères également qui ont disposé et qui pouvaient, à l'époque et jusqu'à présent, communiquer et faire des réunions à travers des visioconférences. Le matériel essentiel, c'est
Internet d'abord? C'est dans le dispositif de l'intranet gouvernemental pour davantage sécuriser. Et donc, les sites qui sont interconnectés à l'intranet administratif peuvent disposer de ce dispositif. La sécurité garantie parce que c'est quand même un conseil des Oui, ministres. c'est un conseil des ministres et des affaires de l'État qui sont discutées. Et donc, on veille à la sécurité sur le plan équipement, sur le plan réseau. Tout a été pris en compte. Très bien, parce que les fraudeurs, eh bien, il en existe. Ouais. Et c'est ton sujet 2 aujourd'hui. Ouais. Donc, l'administration fiscale qui favorise le paiement électronique. Oui, dans le contexte de propagation du coronavirus, de plus en plus d'administrations préfèrent limiter les contacts avec les administrés, notamment la DGID avec ses contribuables. Donc la DGID a lancé un appel pour que les contribuables favorisent tout ce qui est paiement électronique avec différents canaux qui existent. Mais malheureusement, dans toute chose, il y a des gens qui en profitent. Donc, il y a des personnes très véreuses qui ont commencé à faire de l'arnaque en envoyant des messages pour demander aux gens de payer des impôts, en faisant des avis d'imposition, avec des canaux officiels, des canaux qui ne sont pas des canaux de la DGID. Donc, un appel a été lancé par la DGID qui a sorti un communiqué pour recadrer les choses et appeler à la vigilance par rapport aux personnes pour que des arnaqueurs ne soient pas, en fait, ne fassent pas beaucoup de victimes au Sénégal. Donc, je vous propose d'écouter Mohamedou Momar Bodiane, qui est inspecteur des impôts et domaines au niveau de la direction des grandes entreprises, qui revient un peu sur les mesures qui ont été prises par la DGID et sur les canaux officiels d'interaction avec les contribuables. Le contexte de propagation du Covid-19 appelle aujourd'hui une réorganisation par les services de leurs relations et de leurs interactions avec leurs usagers. La DGID, naguère, utilisait déjà ce canal d'information avec ses usagers en utilisant les services en ligne, notamment la voie numérique, la voie adresse mail, les niveaux SMS, etc. Le contexte aujourd'hui, un renforcement donc, de ces services en ligne avec les usagers. Malheureusement, aujourd'hui, il est avéré que certaines personnes profitent de cette situation pour véhiculer des informations à l'endroit des usagers en utilisant des pseudonymes. Je prends pour exemple le pseudonyme avisimposition.gouv.sn ou d'autres adresses mail qui sont des adresses fausses. À titre conservatoire, la DGID a déjà pris des mesures tendant à annihiler ces comportements frauduleux ou malsains de la part de ces personnes. Pour des informations à l'endroit des usagers, nous profitons de cette occasion pour préciser qu'il y a des adresses officielles et des canaux officiels utilisés par la DGID pour une interaction ou des échanges ou des fournitures de services au profit des usagers. À cet égard, il me plaît de rappeler les différents canaux ou supports d'information et d'échange qui sont utilisés par la DGID. Nous pouvons citer à ce titre la messagerie professionnelle Outlook avec des comptes @dgid.sn. Nous pouvons également parler de la téléphonie professionnelle des différents services. La messagerie incorporée également dans les plateformes de téléprocédure officielles, Itax et Mon Espace Perso. Il y a également le centre d'appel de la DGID avec le numéro 818 00 11 11. Il y a également la messagerie Web to SMS de la DGID. Et enfin, il y a le site web de la DGID, www.impotetdomaine.gouv.sn. Voilà un sujet qui intéresse tout particulièrement notre invité de ce matin. Attention, attention aux arnaqueurs sur le net. Hein. Les impôts, en ce moment, en tout cas, le président a décidé qu'on allait tout simplement vous permettre de différer les paiements. Donc, quand vous recevez des avis d'imposition, attention à l'arnaque derrière. Deux petites choses, si vous permettez. Je pense que voilà un dispositif. J'ai eu l'avantage de présider pendant de nombreuses années le Conseil présidentiel sur les réformes administratives, notamment sur la dématérialisation. Je pense que voilà des types de chantiers. Si on les avait continués, ça fait une dizaine d'années, on serait fin prêt aujourd'hui. Et je remercie, j'ai fait l'ADE qui a fait d'énormes efforts. Je pense que voilà, quand on avait commencé, on avait anticipé, mais on n'arrive jamais
à poursuivre dans l'effort. Et c'est heureux qu'on le reprenne, mais on aurait pu aujourd'hui être tellement à l'aise que non seulement les ministères, les fiscs auraient pu développer son système et le sécuriser. Le problème, c'est de développer, mais aussi de sécuriser, de tester et de sécuriser. La deuxième chose, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que voilà un dispositif qui intéresse particulièrement l'enseignement au Sénégal. Figurez-vous qu'ils ont besoin de haut débit, ils ont besoin d'avoir ce dispositif pour continuer les enseignements. Je reviens toujours à l'enseignement. Vraiment, c'est la base. Et vraiment, c'est la base. Il faut quand même développer un peu ce dispositif. Maintenant, bon, il est évident que c'est comme partout, hein, l'Internet est peuplé de malveillants. Et je crois que l'ADE, effectivement, fera l'effort nécessaire parce que nous ne voudrons pas, nous aussi, être victimes de l'arnaque. Ce n'est pas seulement les impôts, ce n'est pas l'État. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui peuvent être victimes de l'arnaque et il faut vraiment sécuriser. Encore une fois, bravo pour cette initiative. Ramatoulaye est agent de l'ADIE, donc elle est bien placée pour prendre en charge les fleurs tout ça. récoltées par l'ADIE. Moi, je pense que c'est l'occasion quand même de valoriser les mails professionnels. Quand on demande aux entreprises d'utiliser des mails professionnels, ça donne une garantie à celui avec qui on interagit pour savoir qu'on s'adresse à la bonne institution. Et de laisser tomber voilà, et de laisser tout ce qui est Gmail et tout. Ça crédibilise. Et tout ça. Ça crédibilise. Il faut vraiment utiliser les canaux officiels qui ont été mis à leur disposition. Ça donne de la crédibilité et ça rassure également l'usager de l'administration qui pourra se dire qu'effectivement, la personne avec qui j'interagis est une personne qui est dédiée, qui est dans une structure officielle, au lieu de tomber sur n'importe quelle autre personne. J'ai 4 minutes, tu as un offre, Ramatoulaye, très rapidement. Non, c'était toujours par rapport à ce sujet-là. Très bien. Donc, dire que également la DGID est une administration qui quand même a eu beaucoup d'avancées en termes de digitalisation avec leur plateforme e-tax et leur espace impôt. Il y a également beaucoup d'autres initiatives qui sont en cours et on essaie d'encourager le maximum d'administrations à aller dans ce sens, ce qui permet de s'adapter et d'être résilient dans un contexte comme aujourd'hui et permettre de poursuivre le travail et satisfaire le plus possible les Sénégalais et les usagers de l'administration. Merci ma chère Ramatoulaye. On va souhaiter une excellente journée à mort. Mame Madior Alain Adama qui faisait la minute DGID sur la RTS. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Excellente journée à vous. Mort, Mame Madior Alain et Adama. 3 minutes avant la fin de ce magazine, on va aller très vite. Mortala Kane, notre invité de ce matin, qui est le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, sur le paiement de la dette intérieure. Une vieille doléance, enfin, elle est satisfaite cette doléance? Non, dans les annonces, oui, parce que le chef de l'État a dégagé un montant, disant effectivement que bon, il en a fait une priorité. C'est ça. Et encore une fois, comme à chaque fois qu'il y a des annonces de cette nature-là, nous attendons de l'État que les services concernés, les administrations puissent avoir la même allure et respectent les engagements qui sont pris par le chef de l'État. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène que tout le monde attend bien avant, parce qu'il y a des entreprises qui ont été en difficulté parce que la dette intérieure ont dû. Rappelez, c'est un dû. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on demande à l'État, c'est un dû. Donc, le fait de le payer déjà, c'est très important. Nous souhaitons seulement qu'il y ait cette diligence-là et tout le monde l'attend. C'est la première mesure la plus importante qui est attendue par les gens qui sont en train de... C'est ça, qu'on vous paye. Alors, il y a 2 autres questions. D'abord, sur la... Vous avez parlé de priorité, justement, la priorisation, l'arbitrage. C'est important. Quelle entreprise avant... c'est important. Il y a les entreprises qui sont des individualités qui sont impactées. Il faut déjà mesurer l'impact. Il faut qu'on trouve le moyen de dire qui est impacté réellement. Parce que ça, il faut éviter quand même les faux impactés ou les moyens impactés qui tirent. Il ne faut pas que les gens aillent à la soupe. Il faut éviter l'idée d'aller à la soupe. Il faut absolument faire en sorte que ceux qui y ont droit, puissent être indemnisés. La deuxième, pas indemnisés, mais qui bénéficient de fonds. Mais surtout, il faut avoir une approche filière. Oui. Parce que c'est la structuration de l'économie qui nous intéresse. Il faut avoir des filières et des chaînes de valeur qui peuvent, ou c'est un groupe d'entreprises qui pourrait être impacté. C'est ça, à partir de ça qu'on va faire la relance. On accélère. Excusez-moi de vous couper. Oui. La dernière question, c'était sur la contribution justement du secteur privé, parce que quand cette crise s'est déclarée, le secteur privé a également mis la main à la poche pour aider les autorités. Oui. En tout cas, nous avons l'habitude de le faire. Les inondations, quand il y a eu le coup de froid au nord là, qui a décimé les cheptels, à mon organisation, nous, on a tout fait. On n'a pas voulu de publicité, mais le ministère de la Santé vous dira ce qu'on a fait là-bas. C'est notre philosophie, notre démarche. Maintenant, en plus de ça, nous avons participé et nous participons. Et surtout, ce qui est important, c'est que moi, je dois saluer l'effort des entreprises. Il y en a qui ont de grandes difficultés, mais qui ont mis la main à la poche. Parce que c'est pas un acte, c'est un acte citoyen, mais aussi, on a une bonne lecture des choses. C'est de par la demande forte, consistante,
qu'on va sortir de cette crise par le haut. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour permettre aux consommateurs de retrouver ce pouvoir d'achat, c'est sur cette base-là qu'on pourra assumer une relance. Parce qu'après le Covid-19, il y a l'après-Covid. La vie doit continuer. Merci Mortala Kane d'avoir accepté notre invitation ce matin. Binta, Ramatoulaye Anta, Alioune Badara Kane, merci beaucoup. On termine sur une bonne note ce magazine, cette petite interrogation pour vous. Alors, c'est mon fils qui me l'a faite, je vous la fais également. J'espère que vous aurez de la solution. Il dit, un jeune garçon qui va voir son père et qui lui dit, papa, si je suis premier de ma classe, si je deviens premier de ma classe, tu m'offres une tablette. Le papa lui dit, oui, je suis d'accord. Alors, après les examens, il rentre à la maison et il dit, papa, je suis premier, mais le papa ne lui offre pas de tablette. Pourquoi? Parce que c'était un chantage à la limite. Donc, il pouvait être premier sans... Non. Voilà, parce que... Premier venant de derrière. Le premier à la queue. Écoutez, j'y vais rapidement parce que là, il est l'heure. Je suis premier, c'est les subtilités de la langue française. Ce n'est plus le verbe être, je suis, tu es, c'est le verbe suivre. Donc, il suit le premier. En réalité, il est le deuxième. Le premier. Oui. Il m'a eu comme ça hier aussi. Allez, restez sur les antennes de la RTS. On se retrouve demain. On recevra sur ce plateau le directeur général du budget, M. Moussaba. C'est ça, pour faire un tour complet. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.